Paul Gauguin, La vision après le sermon, 1888. Édimbourg, National Gallery of Scotland. Fait rare dans l'iconographie, la vision après le sermon de Paul Gauguin, l'un des précurseurs de l'art moderne, ne représente pas un épisode biblique, mais l'effet qu'il a sur les fidèles. En effet, au cours d'un pardon, l'un de ces pèlerinages organisés en Bretagne, un sermon très vigoureux a engendré une vision collective. Celle-ci prend place dans la nature, en un espace soigneusement clos par un arbre qui occupe une diagonale de l'œuvre. Au fond coule une rivière qui est tout à la fois bretonne et palestinienne, puisqu'elle rappelle le gué de Yabok auprès duquel se déroule le combat qui oppose Jacob à l'ange. La lutte de Jacob et de l'ange est la pièce la plus traditionnelle de la composition, puisqu'elle reprend le corps à corps des enluminures médiévales dans lesquelles l'ange avait aussi les ailes déployées. On peut aussi y lire une influence des scènes de lutte présentes dans le carnet de dessin du peintre japonais Hokusai, que Gauguin et ses amis commençaient à découvrir. L'empoignade est violente et la prise de l'ange est vicieuse, puisque ce dernier saisit à la fois le cou et la hanche du patriarche, ce qui laisse penser qu'on se trouve à la dernière passe du combat, celle qui blesse Jacob à vie. Les femmes venues écouter le sermon sont présentées à genoux, les mains jointes ou croisées sur leur poitrine. Elles portent toutes le costume traditionnel et ce qu'on nomme la petite coiffe, un bonnet cylindrique, une sorte de toque cerclée d'un ruban, directement posé sur les cheveux. Avec leurs robes noires, leur tablier bleu et leur coiffe blanche, elles forment un groupe sévère qui tranche avec le pré, peint d'un rouge éclatant parfaitement arbitraire. Le portrait de ces paysannes est un peu à charge, car plusieurs femmes sont présentées de profil ou carrément renfrognées, comme celle qui nous fait face. Celle du premier plan à gauche a un profil ingrat, osseux et sec. Celle qui se trouve derrière semble plongée dans ses prières. Mais avec ses lèvres pulpeuses et son petit sourire satisfait, on ne sait pas si elle est abîmée dans une vision mystique ou si elle se réjouit de ce que lui évoque la vision. Quel sens donner en effet à cette scène de deux hommes vigoureux engagés dans un assaut au corps à corps devant un groupe de femmes jeunes? On raconte qu'au cours des pardons, les jeunes gens s'affrontaient en un combat nommé « lutte bretonne » et que ce spectacle instillait des idées de mariage à plus d'une. Le personnage de droite a toujours été une énigme. En effet, il ne semble pas porter de coiffe. Certains y ont vu le portrait du curé de Pont-Aven, l'auteur du sermon qui fit une si vive impression sur ces dames. D'autres, un donateur, qui ferait pendant, comme dans les peintures du Moyen-Âge, à la femme de profil à gauche. Mais que vient faire une vache dans le tableau? Plusieurs explications peuvent être apportées. On peut tout d'abord imaginer que ce détail bucolique campe la scène dans un terroir breton et donne une touche de couleur locale qui s'ajoute aux coiffes des paysannes. On peut ensuite remarquer qu'elle réalise une sorte de contrepoint à la vigueur du combat présenté sur la partie droite. Alors que le groupe des femmes est massif et figé, on a l'impression que la vache est joyeuse et qu'elle agite la tête et les pattes avec contentement, comme si elle gambadait. On peut y voir une touche d'humour du peintre. Animal placide par excellence, c'est la plus dynamique du groupe des spectatrices. Enfin, il ne faut pas oublier que les pardons sont aussi le moment de la bénédiction des troupeaux et des récoltes, espérance d'une fertilité dont la vache nourricière est le symbole. Par cette vision, Gauguin rompt avec la volonté de représenter la nature des impressionnistes, mais aussi avec l'iconographie religieuse. Cette œuvre ouvre la voie d'une utilisation beaucoup plus distanciée des motifs bibliques traditionnels. Elle annonce le XXe siècle.